l'éolien qu'on nous vend comme étant une énergie propre, c'est un pur scandale, tant au niveau écologique qu'au niveau moral. Alors, le syndrome éolien, c'est une douzaine de symptômes. Aujourd'hui, on est en train d'emmener des dizaines, voire des centaines de milliers de ménages dans une misère noire, en plus de menacer leur santé. Vous avez Pacific Hydro, qui est un des leaders au niveau de la fabrication des éoliennes, qui a reconnu que ces éoliennes qui émettaient des infrasons, forcément toute éolienne avec un mât émet des infrasons, étaient dangereuses pour les riverains. Tout ça pour satisfaire les appétits financiers de lobbies, de fonds de pension offshore. Bonjour, Alain Bolim, je suis expert en prévention des risques et je me suis retrouvé à travailler sur le dossier éolien car la société Valorem a voulu implanter 8 éoliennes de 180 mètres de haut à 500 mètres de ma maison. Donc par déformation professionnelle, j'ai fait ce que je sais faire, c'est chercher à comprendre si ces installations industrielles posaient un problème au niveau de la santé ou d'une façon générale. Donc j'ai creusé, et quand on creuse sur le sujet des aérogénérateurs, on s'aperçoit que au niveau mondial, il y a des gens qui se sont interrogés et on a historiquement 2 personnes, le docteur Lachat et le docteur Laurie, une en Suisse et une en Australie, qui ont creusé vraiment le sujet et qui ont mis un mot là-dessus. Ça s'appelle le syndrome éolien, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'elles se sont rendues compte tout simplement qu'il y avait des gens qui étaient malades. Elles ont cherché et au niveau mondial, on a sur l'ensemble de la planète des gens qui se sont interrogés et qui se sont rebellés un petit peu contre l'invasion des éoliennes. Et on a des politiques des sénateurs. Hein. Vous avez le plus connu qui est le sénateur Madigan en Australie, mais il y en a dans l'ensemble du monde. Vous avez des médecins dans l'ensemble du monde qui ont manifesté leur mécontentement et leur désaccord sur les éoliens. Vous avez des maires, vous avez des ministres. À l'issue des réunions publiques, où on a commencé à recevoir les premières doléances des habitants, qu'il est apparu essentiel de demander leur avis et que la démocratie, c'était avant tout le respect du peuple et c'est à cela qu'il fallait se confronter. Et donc, je conçois bien qu'elles aient mis de l'énergie, de l'argent, etc. Mais ce ne sont pas les sociétés éoliennes qui sont basées à Paris, peut-être boulevard Haussmann ou que sais-je, qui vont vivre ici au quotidien avec les éoliennes et l'impact qu'elles auront sur la vie et l'environnement des habitants. Donc c'est toute la planète aujourd'hui qui lutte contre ce phénomène-là, dont la raison est assez, l'implantation des éoliennes est assez obscure, mais ça fait sujet d'un autre débat qui n'a rien à voir avec le risque sanitaire. Dans le cadre de ces recherches, donc, j'ai trouvé le rapport du docteur Lachat, qui lui a quelques années, et j'ai donc contacté Madame Lachat, qui a coupé complètement les ponts avec ses travaux, puisqu'elle a subi des menaces de mort relativement importantes et assez violentes, hein, parce qu'une menace de mort, c'est pas quelque chose de léger. Et, elle ne voulait plus communiquer sur ce sujet, mais elle m'a autorisé à travailler sur la base de son rapport. Donc j'ai publié en 2014 le premier document qui retraçait toutes les recherches qu'il y avait sur le sujet des aérogénérateurs autour de la santé. Et en janvier 2016, le second rapport où j'ai pu m'appuyer sur de nouvelles recherches et des informations qui me sont arrivées d'un petit peu partout dans le monde. Pour faire ce rapport, j'ai contacté des gens. J'ai contacté des médecins, j'ai contacté les gens que j'ai trouvés sur Internet et après, je dirais, c'est le bouche à oreille qui m'a permis de discuter et de rencontrer des médecins, des acousticiens en Suisse, en Belgique, en France.
des gens qui étaient eux-mêmes en contact avec des Canadiens, avec des Hollandais, des Danois, des Australiens, et tout ça a fait que mon rapport s'est trouvé publié un nombre d'exemplaires assez hallucinant dans tous les pays francophones, et pas que, puisque j'ai des informations qui sont revenues depuis le Danemark. Donc voilà un petit peu ce qui s'est historiquement passé. Et ces premiers rapports ont été diffusés à l'ensemble, je dis bien à l'ensemble des sénateurs et députés par mail début 2016. Il y a deux choses qu'il faut signaler au sujet des infrasons, c'est que c'est une arme de guerre. Les infrasons, la première fois qu'on en a entendu parler, c'est en 1944, les Allemands qui avaient fabriqué la première arme de guerre infrasonique et qui, bon, on sait bien ce qui s'est passé en 44-45, n'ont pas eu le temps de l'utiliser et n'étaient pas en termes de recherche sur une arme capable d'influer sur une distance suffisamment longue en terrain de combat. Mais c'est aujourd'hui quelque chose, il faut vraiment que les gens soient conscients de ça. C'est une arme de guerre qui figure dans la panoplie de nos armées et qui est utilisée par certains pays comme arme potentielle anti-manifestation ou anti-émeute. Donc l'infrason n'est absolument pas quelque chose de neutre. Comment ça se produit au niveau des aérogénérateurs? C'est extrêmement simple. Au moment où la pale passe devant le mât, on se retrouve avec une compression de l'air, et au moment où elle quitte le mât, donc forcément on a ce mouvement devant le mât, vous avez compression de l'air, et quand la pale qui tourne à des vitesses qui sont quand même assez étonnantes, hein, le bout d'une pale tourne à 300 km/h, au moment où la pale quitte le mât, vous avez donc cette impulsion, cette compression de l'air qui se trouve relâchée et qui fabrique cette impulsion infrasonique, qui, sur un plan purement théorique, n'a aucune limite. De façon très théorique. Mais qui, voilà, c'est quelque chose que l'on n'arrête pas. Hein. Ça n'est pas, c'est pas du double vitrage ou de mettre un deuxième mur ou une haie d'arbres, comme on me l'a proposé, qui arrêtera des infrasons. Oui, ça aujourd'hui, c'est plus une hypothèse, c'est une quasi-certitude. Vous avez Pacific Hydro, qui est un des leaders au niveau de la fabrication des éoliennes, qui a reconnu que ces éoliennes qui émettaient des infrasons, forcément toute éolienne avec un mât émet des infrasons, étaient dangereuses pour les riverains. Mais pas en France, hein, forcément, hein, c'est toujours avec des années de retard. Vous avez, curieusement, dans le droit du travail français, aujourd'hui, la prise en compte des salariés travaillant pour l'industrie éolienne, on prend en compte le fait qu'ils sont soumis aux infrasons. C'est étonnant parce qu'a priori, on aurait donc le droit du travail qui nous explique que le salarié qui travaille dans l'éolien, il doit faire quand même un peu attention, hein, parce qu'au-delà de 8 heures, tout ça, il faut quand même calculer. Mais pas le pauvre Pékin qui vit autour de l'éolienne. Alors, le syndrome éolien, c'est une douzaine de symptômes. Vous avez ce qui est le plus caractéristique, cette notion d'angoisse, de malaise, qui est assez générale, de fatigue, qui est assez générale chez les gens qui sont soumis aux infrasons émis par les éoliennes, mais aux infrasons d'une façon générale. Les gens ont vu pousser des éoliennes comme ça d'année en année. On a des nuisances à la fois sonores, visuelles. Les gens ont eu aussi les premières années des difficultés pour recevoir la télévision avec les éoliennes. Idem pour le téléphone, et puis il y a ces flashs lumineux qui éclairent toute la nuit et qui empêchent certaines personnes de dormir. D'autres nous disent qu'elles ont des maux de tête depuis l'installation de ces éoliennes. Et puis il y a aussi, je crois, dans notre campagne tirachienne, une inquiétude par rapport à la biodiversité ici. On ressent des
des choses qu'on a du mal à expliquer, mais ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de vent venant des éoliennes, on s'aperçoit d'une extrême fatigue. Je vais dire qu'on est plus fatigué le matin que le soir. Faut savoir qu'un infrason, une ultrason traverse même les murs, il n'y a rien qui l'arrête. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais on ressent de la fatigue et on est parfois obligé de quitter les lieux. On part passer notre journée ailleurs parce que on n'est pas bien, quoi. Voilà. Et on l'explique pas en fait. On peut pas dire qu'on ressent quelque chose. Je dirais le bruit, ça c'est pas un problème parce que quand on vit près d'un grand axe routier, on a le bruit. Là, c'est quelque chose de caché qu'on ne voit pas et qui, si ça provoque de la fatigue, comme nous ça provoque de la fatigue, quand on reste trop longtemps sur le site, je pense qu'à long terme il y a un risque, je dirais, pour notre santé, pour la santé humaine, quoi. Je suis en train de faire quelque chose, ou je suis en train de repasser comme j'ai fait là dans la semaine, puis d'un seul coup, je suis obligée de lâcher mon fer parce que je suis obligée de mettre mes mains comme ça. Parce que j'ai 2 douleurs de chaque côté là. Comme si on m'enfonçait des aiguilles dans les. Juste là de chaque côté. Déjà le sommeil. Ah oui. Non, déjà le sommeil, c'est plus pareil qu'avant. Et tes acouphènes. Ça, mes acouphènes, c'est autre chose là. J'ai eu des acouphènes depuis 30 ans, bon, c'était un bruit, mais là, maintenant, c'est doubler, au moins doubler le bruit de mes acouphènes. D'abord, quand je me lève le matin, je suis obligé de m'asseoir sur le canapé, puis je tiens ma tête un moment comme ça, le temps que ça se calme un peu. Et après, c'est tout le temps. Oh moi, le sommeil et puis beaucoup de douleurs. Cassé dans mon dos, partout, les cervicales. Puis alors, le sommeil, alors là, c'est dingue. Ouais. Par exemple, on va se coucher, j'arrive à m'endormir assez facilement. Peut-être 1 heure après, je suis réveillée, c'est fini. J'arrive pas à retrouver le sommeil. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Mais quoi, je n'en sais rien. Et ça se manifeste dans moi, je suis énervée. Stressée, par quoi, on ne sait pas. Parce qu'il y a madame, dans notre rue, madame aussi, qui a des problèmes de santé. Il y en a beaucoup dans le village qui ont des problèmes de santé, d'après Mme Radou. Mais ils ne veulent rien faire. Ils sont contre les éoliennes, mais ils ne veulent pas parler. C'est ça. Voilà le problème aussi. Au mois d'octobre, je suis allée chez mon fils. Il avait passé 1 semaine. Les mêmes têtes avaient diminué. Et quand je suis revenue, ils sont revenus. Et ça va jusqu'à des problèmes cardiaques, des problèmes de santé relativement graves. Et on retrouve ce qui appartient à la deuxième famille, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser, puisque on a une scientifique aujourd'hui dont je ne me permettrai même pas d'imaginer que quelqu'un puisse discuter ces affirmations. C'est le docteur Almera, qui est aujourd'hui une scientifique reconnue. Juste pour dire à peu près qui elle est, c'est quelqu'un qui a un CV d'une 20aine de pages. À partir de là, moi, quand je vois ce genre d'informations, je ne cherche plus à discuter et je prends pour argent comptant ce qu'elle dit. Elle a fait des recherches. Et elle s'est rendue compte que, alors qu'elle cherchait un problème qui était purement, on va dire, classiquement dans la tête des gens, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème au niveau cardiaque, parce qu'ils ont eu la possibilité d'autopsier une personne qui savait qu'elle allait mourir, et qui a confié son corps à la science. Et ils ont pu s'apercevoir que l'impact infrasonique a des conséquences particulièrement graves au niveau cardiaque, puisqu'on se retrouve avec un épaississement du péricarde. Alors le péricarde, c'est l'enveloppe qui entoure le cœur, et forcément, si cette enveloppe s'abîme, si elle s'épaissit, vous avez forcément un impact au niveau cardiaque. Et les premières conséquences que l'on constate, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'elle qualifie d'infarctus silencieux, qui, au bout d'un moment, forcément, débouche sur un infarctus beaucoup plus classique, et qui, comme tout le monde le sait, s'il n'est pas pris en compte, s'il n'est pas
traiter nous entraîne irrémédiablement vers la mort. Dans l'oreille interne, vous avez deux choses. Vous avez les CCE. Donc, ce sont les CCE et les CCI. Les CCE, ce sont les cellules ciliées externes, et les CCI, les cellules ciliées internes. Je vais commencer par les cellules internes. Les CCI baignent, c'est un cil qui baigne dans l'eau de lymphe et qui, lui, va réagir au son. Donc, ces mouvements vont permettre au cerveau, via le nerf auditif, de traduire la perception des sons, que ce soit la musique, le bruit ou les paroles, en quelque chose d'audible et de compréhensible. Et c'est ce qui traduit, et c'est ce qui fait qu'on entend les voix, et on entend les bruits, on entend la musique. Et que ça signifie quelque chose. Et vous avez ensuite les CCE. Alors la CCE, la cellule ciliée externe, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est plantée dans la membrane, et elle ne réagit pas au son, mais elle réagit aux infrasons. Et donc la CCE, qu'est-ce qu'elle fait quand elle entend l'infrason? Elle s'agite. Au début, c'est ce que l'on va retrouver dans le fameux syndrome éolien, c'est que ça va finir par nous gêner. Et plus on entend, plus on est soumis aux infrasons, plus les cellules externes vont réagir. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'agacer. Alors, quand elles s'agacent, vous allez avoir le liquide endolymphe qui va réagir, et tout ça va faire que dans l'oreille, vous allez avoir quelque chose qui va s'irriter, gonfler, et qui va boucher l'oreille. Alors, pendant un certain temps, et c'est ce que on retrouve dans les témoignages, les personnes qui sont soumises à l'infrason, si elles partent en vacances, si elles déménagent, au début, ce qu'on appelle, pardon, j'ai oublié le terme médical, l'acousie, c'est quelque chose qui va diminuer et qui peut aller jusqu'à se résorber. Là, tout va bien, on retrouve quelque chose de normal. Mais au bout d'un certain temps, va se provoquer, ça va arriver, on va déboucher sur ce qu'on appelle la presbyacousie. À force d'être soumis à l'infrason, l'oreille interne, elle n'en peut plus, et elle capitule. Et vous avez les cellules ciliées externes qui vont finir par tellement se regrouper et s'agglomérer, je dirais en image à sécher, parce que ça devient un bloc, que l'oreille, elle se bouche définitivement. Ça ne se répare pas pour l'instant. Au niveau des poumons, on va avoir le même symptôme et quelque chose de similaire à la fibrose au ciment ou à la poussière, le fameux problème des boulangers, qui est la fibrose au niveau des poumons. Donc l'infrason fait exactement la même chose. C'est un cas qui se produit au Portugal, dans un haras. Le constat est le suivant, on a donc un haras, une colline derrière, et un enfant de 10 ans qui est considéré comme étant un bon élève. Une installation d'aérogénérateur qui vient sur la colline, juste dans l'axe du haras. Là, nous sommes en novembre 2006. Les éoliennes, les aérogénérateurs sont à 500 mètres de la maison. En mars 2007, donc on n'est pas sur une échelle de temps de plusieurs années. Donc on passe une installation en novembre 2006, une évaluation et un signalement en mars 2007, où l'instituteur qui avait affaire à un élève plutôt brillant prend sur lui-même et de son initiative contact avec les parents pour leur dire « mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un changement d'attitude, il y a un problème ou est-ce que je dois savoir quelque chose ?» Donc les parents n'ont pas de réponse, le docteur Almera se trouve dans la boucle, ils font des tests neurologiques et le constat, alors on va dire que le différentiel pour l'humain lambda, ça semble pas grand-chose, mais la réaction d'un enfant de cet âge à des stimuli est de 352 millisecondes
Et cet enfant-là est à 300 millisecondes. Comme je dis, delta, 50 millisecondes, pour des gens qui ne sont pas des spécialistes, on pourrait se dire, bon, bah, effectivement, c'est pas grand-chose puisqu'on ne peut même pas le matérialiser. Le docteur Almera nous a dit que sur cet âge-là, pour ces tests-là, c'était extrêmement important. Qui plus est, l'enfant présentait des signes de fatigue extrêmement importants qui vont jusqu'à, on va dire, il n'y a plus de rebond, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie. Comme quand on est quasiment amorphe, l'enfant ne présentait plus de signes de réaction. Alors c'est relativement rare parce qu'il faut se retrouver avec son séjour ou la salle dans l'axe du soleil avec l'aérogénérateur qui tourne à ce moment-là. Et là, vous allez avoir un syndrome qui va être absolument insupportable. C'est, rappelez-vous, dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce que ça fait un stromboscope? Cette lumière qui fait que vous avez des gens qui sont obligés de sortir de boîtes de nuit parce que ça les rend malades. Vous allez avoir l'oreille interne qui ne comprend pas. Votre cerveau, il ne comprend pas. Parce que vous avez quelque chose qui fait que devant ses yeux, ça fait ça, en permanence. Et si je fais ça pendant 20 minutes et que vous regardez ma main pendant 20 minutes à l'écran, je vous garantis que vous allez être malade. Parce que c'est ingérable. Notre cerveau ne sait pas gérer ça. Il a ce mouvement-là qui passe perpétuellement devant ses yeux, donc il cherche en permanence son équilibre. On finit par avoir, je dirais très classiquement, avoir la nausée, quoi. Vous avez le docteur Almera au Portugal qui s'est rendu compte que ce problème infrasonique émettait aussi des problèmes pour les animaux. La première information est venue sur un hara. Et dans ce hara qui fonctionnait, qui émettait ou qui mettait naissance à des poulains, des yearlings, qui valaient, on va dire, un certain prix, s'est retrouvé avec un champ éolien. Il s'est rendu compte que ces poulains commençaient à avoir une maladie avec une déformation du sabot. Donc un cheval, c'est comme nous on a les pieds à plat, le cheval c'est son sabot qui est à plat. Et au fur et à mesure du temps, le sabot se retrouvait à se relever avec le cheval qui a, en gros, ça faisait comme un peu une ballerine, à poser le sabot sur la pointe du sabot comme ça sur le sol. C'est-à-dire que l'infrason au niveau du mât, il va aller se propager, la vibration va aller se propager dans le mât, qui repose sur une masse de béton et de ferraille absolument colossale. Tout ça va aller dans le sol, et ça va se propager dans le sol. Ils se sont rendus compte donc de ça au niveau des poulains, à tel point que ce soit même les poulains qui naissaient dans le hara ou des poulains qui étaient amenés dans le hara avaient cette déformation du pied, et jusqu'à ce qu'ils arrêtent les éoliennes qui étaient dans l'axe du hara. Je n'étais pas contre les éoliennes, puisque moi j'ai signé pour le projet, et il y a une éolienne qui se trouve sur une parcelle que j'exploite en tant que locataire. En 2010, on avait un troupeau laitier qui fonctionnait très bien, qui était composé qui avait une production par vache de plus de 9000 litres de lait. Et une qualité laitière de lait qui était tout à fait correcte dans les normes actuelles. Et en 2011, c'est installé le parc éolien, la moitié du parc éolien à 1,8 km de l'exploitation. Donc il s'en est installé 11. Et derrière ça, on a commencé à rencontrer beaucoup de soucis au niveau du troupeau. Ça s'est présenté par une chute de la production laitière et des problèmes cellulaires de leucocytes, qui est la qualité du lait, et un problème d'assimilation de la nourriture au sein des vaches. Donc 2011, baisse de presque 2000 litres de lait de production par vache, et un taux cellulaire, leucocyte, qui a flambé, amenant de gros soucis au niveau de la collecte du lait, puisqu'on était passé au-dessus des normes réglementaires. Et puis en 2013, le parc s'est agrandi pour passer à 24 éoliennes. Et là, on a tout de suite vu une aggravation de nos soucis au niveau du troupeau laitier.
et une facture d'eau qui n'était plus du tout en corrélation avec le nombre d'animaux qui se trouvaient dans l'exploitation. Et puis on s'est mis en route à relever le compteur d'eau de façon journalière. Et là, on a pu constater que la consommation d'eau évoluait en fonction du fonctionnement des éoliennes. Donc là, on a pu vraiment accuser les éoliennes puisqu'on avait une corrélation entre mes problèmes et l'installation des deux parcs, hein, de 2011 et 2013. Donc une corrélation à ce niveau-là et en plus une corrélation entre la consommation d'eau des bovins en fonction du fonctionnement du parc. La chute de production est en corrélation directe avec l'installation de la mise en marche des éoliennes. Donc je dirais, dans le mois qui a suivi la mise en marche des éoliennes, nos problèmes se sont fait sentir. Et les problèmes dans l'élevage au niveau de la mortalité, tout a démarré vraiment dans le mois qui a suivi la mise en marche, quoi. On s'est aperçu de perte de croissance dans les animaux, donc les élèves, ce qu'on appelle les élèves, les futures vaches, ont eux aussi été impactés par le fait de ne pas boire d'eau. Étant donné que certains jours, elles baissaient énormément leur consommation d'eau, elles baissaient aussi leur quantité de fourrage assimilé, ce qui a provoqué des courbes de croissance pratiquement négatives. En fait, les élèves, l'hiver, ne prennent plus de poids et elles ne grandissent plus. Donc on se retrouve avec des vaches qui ont une taille qui n'est pas adaptée, quoi. Il y a une partie des animaux qui ont dû partir à l'abattoir parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc elles sont parties à l'abattoir, d'autres qui sont parties, on va dire, à l'équarrissage parce que de toute façon on ne pouvait même pas les mettre à l'abattoir, qu'on n'a pas su sauver en fait. Et puis d'autres que j'ai pu remettre chez d'autres éleveurs. Et à partir du moment où les animaux quittent le site, j'ai des animaux que j'ai remis chez d'autres éleveurs. Et derrière ça, dès qu'elles arrivent chez l'autre éleveur, elles se jettent sur l'eau et la nourriture. Et leur production laitière repart à la hausse. Et ce que moi j'ai aussi observé au niveau de l'exploitation, c'est que la consommation d'eau des animaux, dès qu'elles quittent le site en période de tarissement ou pour l'été, dès qu'elles quittent le site, leur consommation d'eau repart à la normale. Et dès que je les remets sur le site pour l'hiver, boum, la consommation d'eau tout de suite repart à la baisse. Donc en fait, c'est une pollution qui est sur le site et qui est en corrélation avec l'installation du parc éolien. C'est mon ancienne salle de traite que j'ai revendue. Étant donné où elle devenait obsolète sur l'exploitation, puisqu'on ne peut plus traire, quoi. Donc c'était une installation qui était récente, qui avait 4 ans. Donc voilà, c'est une perte énorme, quoi. Vous avez un scandale qui a mis le Danemark dans une situation difficile, un scandale vraiment énorme, avec l'implantation d'éoliennes à proximité d'un élevage de visons. L'élevage de visons s'est retrouvé avec plus de 1000 morts dans les bébés visons, parce que impact éolien sur des tout petits animaux fait que voilà, on s'est retrouvé avec un élevage qui a perdu plus de 1000 têtes, et ça a fait un véritable scandale et a amené les politiques danois à réagir face à l'implantation des éoliennes et à se poser pas mal de questions. Il y a une vidéo qui circule sur Internet qui passe, c'est un journal de type CNN en Australie, où on voit donc l'éleveur de poules qui prend un poussin, un œuf, pardon, c'est un mauvais lapsus, qui prend un œuf et qui le casse devant le journaliste. Et qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de jaune. Comment est-ce qu'on peut garantir aux femmes enceintes qu'elles ne seront pas impactées? Donc moi j'ai eu l'occasion, lors d'un reportage avec les gens de France 3, de me rendre sur un site, et donc il y avait des gens
et de personnes qui étaient là, occupées avec des petits sacs plastiques. Et donc, on s'est approché pour savoir ce qu'ils faisaient là. Et en fait, ils étaient là pour faire ce qu'ils appellent pudiquement un comptage. C'est-à-dire qu'ils comptaient le nombre de cadavres d'oiseaux qui se trouvaient au pied des éoliennes. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque le reporter, le caméraman a proposé de filmer ces gens-là, il a répondu non, non, hors de question, vous n'avez absolument pas le droit, si vous le faites, la société va engager des poursuites à votre encontre. Donc on mesure là aussi la transparence qui règne dans ce domaine-là. Ce qui est évident, effectivement, c'est que les éoliennes massacrent qui eu lieu des dizaines, des centaines, des milliers d'oiseaux. C'est comme essayer de se protéger d'une balle sans gilet pare-balles. C'est impossible. À ma connaissance, et en tout cas, je n'ai pas trouvé la moindre information sur le sujet qui démontre qu'il est possible de se cacher, de se protéger de l'infrason qui passe à travers les fenêtres, qui passe à travers les murs. Oui, aujourd'hui, je dirais, aucun politique ne peut dire qu'il ne le sait pas. J'ai transmis mon rapport à l'époque à M. Sarkozy, à Mme Royal. Je viens de le faire à M. Macron. La seule chose que je peux dire au niveau de la réaction des politiques, c'est Mme Royal qui, forcément, quand je lui ai envoyé, parce que j'ai transmis en recommandé, m'a répondu en missionnant un commissaire enquêteur sur le sujet et a communiqué quelque temps plus tard au Parlement en expliquant que si effectivement les éoliennes s'avéraient dangereuses pour la population, on pouvait envisager de les démonter. Bien, peut-être qu'on peut au préalable éviter de les construire à ces endroits-là. Et après, en dehors du monde politique, je dirais que c'est la seule petite réaction qu'on a eue, puisque globalement, à part quelques courriers de M. Sarkozy ou de certains députés qui m'ont dit merci de m'avoir transmis l'information, aujourd'hui, c'est un peu silence radio pour des raisons purement politiques et financières. Un parc éolien, c'est d'abord une affaire financière. Aujourd'hui, une éolienne de 3 MW coûte environ 4 800 000 €. C'est énorme. Un parc d'une dizaine d'éoliennes, c'est donc de l'ordre de 50 millions d'euros. C'est considérable. Et ces parcs s'achètent et se vendent sur le marché. Et vous avez des sociétés comme Ikea, comme Bricorama, qui sont propriétaires, qui achètent ça. Ça leur permet de faire de la défiscalisation, parce qu'il faut savoir qu'il y a en plus des énormes avantages qui sont octroyés au niveau du prix d'achat d'électricité, il y a aussi des avantages fiscaux qui sont accordés. Et tout ça est parfaitement artificiel. Alors, concernant le démantèlement des éoliennes, les promoteurs affirment, dans les dossiers qu'ils constituent lors de l'instruction des permis, qu'ils vont provisionner 50 000 € pour le démantèlement des machines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a récemment eu le cas d'une éolienne qui a dû être démolie dans le département des Ardennes. Nous avons eu l'occasion de nous procurer le devis concernant le démantèlement de cette machine. Il est de 420 000 €. Donc ça veut dire que, très clairement, à l'issue de l'exploitation des parcs éoliens, et même probablement avant, dès lors que la bulle spéculative de l'éolien explosera, on va se retrouver avec des friches industrielles. Si les sommes qui devaient être provisionnées par les promoteurs, qui restent à démontrer, sont effectivement disponibles,
il est clair que de toute façon, elles ne seront pas suffisantes pour permettre le démantèlement, pour la remise en état des terrains. Vous avez vu tout à l'heure les surfaces absolument considérables qui sont consacrées à ça. Et là encore, on s'expose à de très très grosses déconvenues. Les gens qui ont signé de façon tout à fait inconsidérée les baux qui permettent donc aux promoteurs de s'installer sur leur terre vont avoir de très très grosses surprises, puisque ce sont eux, à l'issue de l'exploitation, deviendront de fait propriétaires de ces friches industrielles. On est dans un système qui marche sur la Terre. L'électricité, sur les marchés de gros, n'a jamais été aussi peu chère. Aujourd'hui, on est à 30-35 € le mégawattheure. Et pour le consommateur, elle n'a jamais été aussi chère. Tout ça parce que, entre les deux, il y a des gens qui se sucrent allègrement. Dès lors qu'il y a eu des éoliennes ici, les maisons, du moins c'est le sentiment qu'ils ont, ont été dévaluées et ont perdu en potentiel financier pour une éventuelle vente. On le voit dans les villages, comme tout à l'heure nous sommes allés en Guilcourt-le-Sard, ce que j'expliquais tout à l'heure, on ne va pas s'installer dans un village comme ça. On ne peut pas imaginer d'aller faire construire, ni même d'acheter une maison au-dessus de laquelle vous avez 5, 10, 15 engins de 150, 200 mètres de haut qui clignotent jour et nuit, qui font du bruit. Alors maintenant, chiffrer ça, on estime, mais ce sont des évaluations, c'est très difficile, entre 20 et 30% la perte de la valeur du bien. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui vient s'installer dans un village, ce qu'il vient chercher, c'est une qualité de vie. On ne vit bien que dans un environnement où on se sent bien. Quand vous avez un territoire qui est totalement défiguré par des machines industrielles, il est évident que vous n'aspirez qu'à partir. Très fréquemment, la remarque qui est faite par les béotiens, je dirais, enfin les béotiens, par les gens qui, bonne foi, voilà, c'est de dire « Ah, oui, mais vous préférez une centrale nucléaire au fond de votre jardin ?» Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que le jour où on prendra une fusée pour passer de Paris à New York, on n'y est pas encore. Préférez une centrale nucléaire au fond de votre jardin. C'est vrai que pour un tas de gens, considère encore aujourd'hui que l'éolien est susceptible de remplacer les centrales nucléaires. Et là, effectivement, on ne peut parler que de chiffres. Aujourd'hui, une éolienne de 3 MW, c'est vraiment les monstres, les machines qui font 180 à 200 mètres de haut, arrivent à produire de façon totalement aléatoire, en une heure, l'équivalent de 0,6 MWh. Le calcul est facile à faire. Il suffit de prendre la puissance nominale de la machine, 3 MW, et de multiplier par ce que l'on appelle le facteur de charge, qui au niveau national, je disais tout à l'heure, donc était en 2016 de l'ordre de 18,5-19%. Donc multipliez ça, et vous avez la production, j'insiste sur ça, la production moyenne d'une éolienne. Dans le même temps, un seul réacteur nucléaire va produire de manière pilotable, c'est-à-dire à la demande, 1200 MWh. D'un côté, 0,6 MWh produit de façon aléatoire, de l'autre côté, 1200 MWh produit de façon pilotable.
Quand vous savez qu'il y a 3 réacteurs dans une seule centrale, vous faites le calcul et vous allez savoir le nombre d'éoliennes qu'il faudrait mettre pour produire la même quantité d'énergie. Maintenant, imaginons qu'on installe effectivement ce nombre d'éoliennes. Est-ce que pour autant on pourra arrêter la centrale nucléaire? Et la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la production d'énergie intermittente ne pourra jamais se substituer tant que nous ne disposerons pas d'un système de stockage d'énergie. Et s'il fallait en apporter la preuve, aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 11 000 mégawatts d'éolien installés en puissance nominale, ce qui correspond à 10 réacteurs nucléaires environ. Et à ma connaissance, on n'a arrêté aucune centrale, aucun réacteur. Donc on a là la preuve, effectivement, que en aucun cas, le nucléaire ne permettra, l'éolien ne permettra de se débarrasser du nucléaire. Alors j'ai eu une agréable surprise, une mairesse qui m'a demandé de faire une conférence pour l'aider avec sa population à ne pas avoir d'implantation d'aérogénérateurs sur sa commune. Donc oui, il y a des politiques qui réagissent, ça fait plutôt plaisir d'ailleurs, je trouve qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais on sait pertinemment que vous avez sur l'ensemble du territoire des maires qui s'opposent, des maires, des députés. On a organisé cette consultation citoyenne le 15 janvier. En amont de cette consultation citoyenne, les sociétés sont venues une dernière fois présenter leurs projets, répondre aux questions des habitants. Il y a eu des tracts qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Les entreprises se sont déplacées et ont fait du porte-à-porte auprès des habitants. Et on a eu une participation de plus de 42%, si je ne m'abuse, ce qui est supérieur à la participation des élections européennes de 2014. Donc ce qui témoigne peut-être que les gens sont plus intéressés par les éoliennes et leur territoire que par l'Europe, mais ça c'est un autre débat. Et le non l'a emporté à environ 65%. La première des choses à faire, c'est qu'il faut faire ce que j'ai fait et ce qu'ont fait beaucoup déjà d'associations en France et pas que, transmettre en recommandé les rapports aux mairies, aux préfectures et à l'étage au-dessus. Communiquer sur l'ensemble des hommes politiques qui gèrent votre commune, qui gèrent votre département et votre région. Ça, c'est en recommandé. Pourquoi? Pour une raison simple. Dès l'instant où vous les prévenez, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Même si aujourd'hui, on sait pertinemment que la plupart des gens sont au courant, mais positionnons-nous au niveau d'un village, d'une collectivité et d'une personne. Première des choses, on informe ces hommes politiques, on informe l'ensemble du système administratif, donc préfecture, département, région, voire pourquoi pas faire comme ce que j'ai fait, le ministère de l'Environnement, pour signaler que vous savez et que vous avez les éléments qui prouvent que l'installation industrielle qu'on s'apprête à installer à côté de chez vous ou qu'on vous a installé est quelque chose de réputé dangereux. Je vais vous lire le texte. Le principe de précaution peut être invoqué lorsqu'un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. Le recours au principe de précaution n'est donc justifié que lorsque 3 conditions préalables sont remplies. L'identification des effets potentiellement négatifs, syndrome éolien, preuve des problèmes cardiaques, pulmonaires, dans le sang, les oreilles, on est dedans. L'évaluation des données scientifiques disponibles, on a les preuves, sauf si quelqu'un veut m'expliquer que le docteur Almera ne connaît pas son boulot, que le docteur Lori ne connaît pas son boulot, et qu'il y a des centaines de médecins dans le monde
qui ne connaissent pas non plus leur boulot, y compris certains qui ont dirigé l'OMS. L'étendue de l'incertitude scientifique. Ben oui, on est dedans. Aujourd'hui, nous attendons depuis un certain temps le rapport de l'ANSES. Vous avez des pays, le Danemark de mémoire, qui ont déclenché des études sur le problème infrasonique pour avoir des données scientifiques. On a aujourd'hui la capacité à démontrer qu'un individu soumis aux infrasons va avoir des problèmes cardiaques. On est aujourd'hui capable de démontrer qu'un animal a été soumis aux infrasons. Tout ça, ça se démontre. On est dedans. La seule chose, c'est qu'on sait que dans notre monde, au niveau scientifique, si vous n'avez pas 15 cm de données, et je devrais dire peut-être 15 mètres de données scientifiques, vous avez toujours quelqu'un qui dit « Ah, c'est pas vrai ». Okay, donc c'est de l'incertitude scientifique. Donc nous sommes bien dans le principe de précaution. Donc partant de là, et c'est ce que j'ai personnellement fait, vous devez demander à votre préfet, à votre maire, d'appliquer le principe de précaution, qui est un principe type juste constitutionnel, quand même. Donc nous sommes vraiment en droit d'avoir des politiques qui appliquent ce principe-là. Alors, les risques de projection de glace sont évidents. Il y a d'ailleurs un certain nombre de cas qui sont avérés. Il y a même déjà, on a vu des reportages sur Internet de gens qui se promènent sur les chemins à proximité des éoliennes et qui voient voler des morceaux de glace, mais gros morceaux de glace. Jean-Daniel Chan est le président de Librevent, l'association qui milite pour la sauvegarde du paysage des Franches-Montagnes et environ. Lui déteste les éoliennes et elles lui rendent bien. Là, on a eu chaud, hein? Là, on a eu chaud. Le but, c'est de poser une réflexion qui soit intelligente sur le problème de l'énergie de façon globale. Et puis, nous estimons que dans notre région, l'éolien n'a pas sa place. Lors de la mise en consultation publique des fiches du plan directeur cantonal jurassien, l'association compte bien faire entendre sa voix, entre autres. Sur les pales, donc l'eau va se transformer en glace compte tenu de la vitesse des pales en plus, donc, qui accélère ce phénomène-là. Et évidemment, compte tenu aussi de la vitesse de rotation, ces morceaux de glace sont projetés à des distances qui atteignent très facilement 300, 400, 500 mètres. Et après, effectivement, donc il y a aussi, on a eu l'exemple, je crois que c'était à Nurlu récemment, donc d'éoliennes dont les pales se sont désintégrées. On a ici, tout près de chez nous, à Pleine-Selve, un parc qui est construit depuis 2007-2008, et on a vu récemment des entreprises intervenir pour colmater les brèches sur les pales. Demandez à votre maire et à tous ces gens l'application du principe de précaution. Vous demandez à votre maire et à l'industrielle éolienne de garantir votre santé. Je ne vais pas relire les articles de loi qui font qu'en France, nous avons le droit de vivre. Ah ouais, c'est curieux, hein. On a quand même le droit d'avoir une vie et qu'on ne vienne pas nous la pourrir. Donc on a le droit de vivre et qu'à ce titre-là, vous leur demandez la prise en compte et la garantie que l'installation classée ICPE d'aérogénérateurs à proximité de votre maison, non seulement ne vous rendra pas malade, mais que dans le cas où votre corps n'assume pas l'impact infrasonique, je reste prudent, je fais comme s'il y a des gens qui pouvaient ne pas le subir, mais soit, supposons, on dit, voilà, moi, mon corps, il ne le supporte pas, je suis malade, je peux le prouver scientifiquement et médicalement, et parce qu'au préalable, n'oubliez pas de faire un petit bilan de santé avant que l'installation arrive. Faites un bilan cardiaque, mesure du péricarde, faites un bilan auditif, un bilan ORL, un bilan de santé générale. Tout ça, vous faites en sorte que ça soit remis chez votre notaire ou acté par huissier.
Pour moi, l'éolien, c'est vraiment le symbole du mépris d'une certaine caste, d'un univers politique, d'une nomenclatura à l'égard des petites gens, à l'égard du monde rural. Interrogez le représentant des mouvements politiques, le représentant du mouvement En Marche, le représentant du Front National, le représentant des Républicains, le représentant des écologistes, le représentant du mouvement socialiste. Passons-les tous en revue. Vous leur écrivez et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils comptent faire pour vous éviter ça, et pour qu'on ait un minima, je dis bien un minima, un moratoire sur les installations éoliennes jusqu'à ce que non seulement nous ayons la publication du rapport de l'ANSES, mais que des études soient faites, comme le font les autres pays, sur l'impact infrasonique, sur une durée suffisamment longue pour garantir notre santé, et que pendant cette période où on gèle les installations, on s'assure qu'il n'y ait personne qui se retrouve, ou alors on démonte, qui se retrouve sous un minimum de 1500 mètres de périmètre de sécurité, comme la plupart des pays au monde le font, et comme le sénateur Germain voulait le faire. Là, on pourrait considérer que le monde politique réagit et qu'enfin, on arrête d'aller droit dans le mur vers un scandale qui sera au moins à l'échelle du scandale de l'amiante ou du sang contaminé.